car peut-être que vous ne connaissez pas, ça fait bientôt 30 ans maintenant que je suis dans la finance, dans le trading en particulier. J'ai d'abord commencé en tant que trader individuel, donc comme la plupart d'entre vous, après des études supérieures, mais comme trader individuel, tout seul à mon compte, car je voulais vraiment comprendre, découvrir le fonctionnement des marchés, le fonctionnement des cours, les fluctuations des cours. C'était vraiment ce qui m'intéressait, ce qui me passionnait réellement. À chacun sa passion, comme dirait l'autre. Et après quelques années, j'ai commencé à être connu parce que j'avais des résultats, j'annonçais ce que je faisais. Je travaillais beaucoup à Londres avec mon courtier qui me confiait des fonds à gérer, etc. Et donc, tout ça s'est su, et donc j'ai été recruté dans un hedge fund à Genève. Et donc, j'ai travaillé dans plusieurs hedge funds à Genève, et notamment un où j'ai été directeur. Donc, directeur, ça veut dire que j'ai été à la fois trader, évidemment, le principal gérant, le principal gestionnaire du fonds, mais aussi le responsable du recrutement, le responsable de la formation des traders et de l'encadrement des traders du fonds. Donc, évidemment, c'est très, très, très intéressant, comme vous imaginez. Désormais, je suis à la tête de eWinvest, petite structure de formation, d'accompagnement, avec un objectif réel de démocratiser l'accès à la bourse pour tous et aussi d'apporter une philosophie différente auprès des fonds de gestion, notamment français, que je peux accompagner, qui ont vraiment une optique uniquement fondamentale. Moi, je leur apporte une technique différente, celle issue du monde du hedge fund, autrement dit plutôt portée sur le quantitatif que sur le fondamental, même si on doit tenir compte du fondamental lorsqu'on a des horizons de temps relativement longs. Voilà. Voilà ce que je fais avec Univest. Et donc, je fais un peu de formation auprès des particuliers, mais uniquement des particuliers très motivés, c'est-à-dire que je ne fais pas du tout de la retape, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Et je suis aussi auteur de 2 ouvrages, Trading contre futur et Stratégie de marché, que je vous invite, que je vous conseille de lire si vous venez notamment le matin. C'est vraiment 2 outils, 2 compléments indispensables à ce que l'on peut faire le matin tous ensemble dans les matinales des traders. Alors, juste petit rappel, et puis après, aujourd'hui, le webinaire ne portera pas sur GTS, et petit rappel sur ce qu'est GTS, puisque là, on a un petit peu plus de temps que le matin notamment. Si vous ne connaissez pas, GTS, c'est vraiment une méthodologie spécifique. Et dans cette méthodologie, il y a 6 indicateurs. Il y a 3 indicateurs en bas de l'écran. Il y a 3 indicateurs autour des cours, dont notamment un fond d'écran. Le fond d'écran qui va être l'indicateur de convergence, qui va être soit vert, soit rouge, et qui va tout simplement nous autoriser ou nous interdire un sens de marché. Et ça, c'est vraiment la base indispensable pour devenir discipliné facilement. Souvent, j'entends, et c'est vrai que le trading a un aspect de psychologie qui est très important, que le mental est très important en trading, mais je soupçonne fortement que beaucoup se cachent derrière que beaucoup se cachent derrière la psychologie, alors que la réalité, c'est que leur méthodologie n'est pas bonne. Et ça, je l'affirme très très clairement. J'ai toutes les preuves. C'est-à-dire que si l'on aborde les marchés avec une véritable méthode, une méthode efficace et une méthode qui nous aide réellement, les problèmes psychologiques n'existent pratiquement plus. Le pratiquement plus est important, mais c'est vrai. Alors que si, à l'inverse, on est dans des hésitations parce que notre méthode, justement, ne tient pas compte de la psychologie du trading, effectivement, on va mettre sur le compte de la psychologie, d'un mental défaillant,
de manque de rigueur ou de je ne sais quoi encore, alors que la réalité, c'est que notre méthode de trading n'est pas efficace. Donc faites attention à ça. Le trading, vraiment, c'est vraiment trois choses. C'est une méthode, un mental, bien évidemment, et une gestion du risque. Et souvent, j'insiste bien, j'entends trop souvent, j'ai des problèmes de rigueur, j'ai des problèmes de discipline. Oui, c'est vrai, j'insiste bien, mais pour ceux qui ont vu le webinaire précédent où je présentais la totalité de la méthode GTAS, vous pouvez aller revoir ce webinaire, il est sur la chaîne de WHS, bien évidemment, du mois dernier, c'est le webinaire du mois dernier, qui s'intitule La méthode GTAS, et vraiment, j'expliquais bien, et je pense que c'est la clé, enfin je sais que c'est la clé, en l'occurrence, si vous avez des outils, si par exemple, lorsque vous rentrez sur le marché, vous avez 2, 3, 4, 5 possibilités pour rentrer, ça signifie que vous laissez libre cours en fait à de l'indiscipline. Si vous avez une méthode qui vous simplifie réellement la prise de décision, devenir discipliné devient extrêmement simple. Pas de souci pour le retard. Marc, et bonsoir et bonjour à ceux qui arrivent et qui disent bonsoir ou bonjour, bien évidemment. Voilà. Donc voilà sur GTS, je ne vais pas le faire plus long. Je vous invite à venir tous les matins. Si vous ne venez pas, c'est sympa. On partage le café et on partage les analyses. Allez, voilà pour cette petite présentation en perso et présentation de GTS. Voilà aussi ce que je pense du trading et ce que je crois. Souvent, je me suis rendu compte que les traders qui perdent, c'est parce que ce sont des traders qui se cherchent et qui se cherchent sur de multiples critères, je dirais, et ils vont chercher la solution à leurs problématiques là où elle ne se pose pas. C'est pour ça que j'insiste bien pour dire attention, ne mettez pas sur le compte nécessairement de l'indiscipline ou je ne sais quoi. On est tous indisciplinés. Je suis indiscipliné. Si je n'ai pas une méthodologie qui m'encadre clairement, je suis indiscipliné. Si j'ai une méthode où quand tout est rouge, je ne peux pas acheter, franchement, devenir indiscipliné, alors là, c'est plus que l'indiscipline, c'est de la folie, je dirais. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là ou pas? Très typiquement, j'avais eu un trader que j'avais en coaching, donc un accompagnement assez soutenu, on va dire, et il était sérieux, il faisait ce qu'il fallait. Mais en gros, tous les 3 mois, il me changeait de style de trading, ou il me changeait de stratégie, ou il me changeait de produit. Autrement dit, il ne se laissait jamais le temps d'apprendre, il ne se donnait jamais la peine d'acquérir une expérience suffisante, il sautait à une étape, mais pas à une étape suivante, puisqu'il avait progressé, il sautait à l'étape à côté. Donc en fait, il redémarrait à zéro. Si vous faites scalper, why not sur le Forex, plus compliqué, mais why not? Et que dans 3 mois, vous dites, bon, ben, ça ne marche pas, je vais faire que des indices et que du DAX et que des cassures en screen trading et que 3 mois après, vous rechangez, évidemment, le problème, c'est pas ni la méthode, ni etc. C'est juste que vous êtes instable. Donc, ça ne sert à rien de chercher. C'est juste un problème d'instabilité parce que vous ne laissez même pas le temps à votre méthode, à votre mental, à votre expérience à s'installer. Voilà. Donc faites attention à ça, car moi, je pense vraiment que tout le monde peut réussir en trading.
dès lors que l'on est sérieux. Voilà. Dès lors que l'on ne joue pas. Allez, donc là, on va aller sur des UT bien différentes de celles que l'on voit le matin. Je vous propose un regard sur le DAX en UT jour, donc sur des UT larges. Et j'espère que vous aurez tout un tas de questions, d'interrogations, je vous dis bien sur la technique, sur le fondamental, sur la macro, sur la micro, sur ce que vous voulez, afin qu'on puisse tordre tout ça dans tous les sens. Bon. Alors, on va essayer de revenir en arrière pour se souvenir d'où nous venons. On a démarré cette phase de marché haussière puissante, puisqu'on gagne plus de 35% entre le point bas et le point haut de septembre jusqu'au mois de juin. Là. Donc, un rythme quand même haussier très puissant. Et on l'a démarré sur un contre-pied très clair. Depuis, on a fait 3 vagues. On a fait 3 vagues de hausse extrêmement claire. Et on a fait 2 vagues correctives. Et on pourrait être dans la 3e vague corrective. La question qui se pose désormais à ce stade est de savoir si la vague corrective en cours est terminée, bien évidemment. Sell in May and go away. Le 31 mai, on a tapé le point bas. Depuis, on rebondit. Bon. Et on est en train de rebondir relativement bien. Là, je vous parle de l'Europe. On verra qu'aux États-Unis, la situation est bien différente, bien contrastée. Bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi de savoir que le sell in May and go away est faux. La réalité, notamment aux États-Unis, c'est que le mois historiquement, hein, donc on est dans vraiment les statistiques historiques, historiquement, le mois le plus négatif est le mois de juin. Voilà. Donc on rentre, on est au début du mois le plus négatif. Pour le moment, aux États-Unis, c'est tout sauf ça, bien évidemment, donc c'est à suivre. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de revenir sur ce qui s'est passé, dans. Je vais essayer de. Non, on ne va pas le dessiner comme ça, parce qu'il faudrait que je le fasse. Donc, je vais vous le dessiner avec mon joli crayon. Alors, je vais essayer de vous faire participer un peu. Est-ce que vous connaissez la figure que je viens de tracer? Ah bon? Alors, figure, c'est une configuration chartiste. Oui, Georges, merci. Marc, non. Donc, c'est un diamant, comme me le dit Georges. Donc, un diamant, je vous explique ce que c'est d'une part une première phase comme ça, et ça, c'est ce qu'on appelle une formation élargie, en anglais une broadening formation, suivie par un triangle, c'est-à-dire on a une extension et après on a une contraction. Voilà ce qu'est le diamant. Et donc, le DAX nous avait fait un magnifique diamant, tout le monde l'avait vu et tout le monde attendait bien évidemment que on break, que l'on casse la TLS, la trend line support, l'oblique support du diamant et que on diffuse vers le bas. Il s'est passé souvent l'inverse de ce que tout le monde pense. Autrement dit, on a breaké, cassé vers le haut et on a eu cette accélération. Bon.
juste avant que ça casse, j'ai indiqué de manière claire, le diamant est effectivement peut-être considéré comme une configuration de retournement, mais attention, avant d'être une configuration de retournement, le diamant est surtout une configuration d'attente. Une configuration d'attente. C'est une configuration que l'on retrouve dans les trading range, donc les phases d'attente, les phases de latéralisation, tout simplement. Et effectivement, il y a quelques pourcentages de plus que 50% pour que ce soit une configuration de retournement. Mais rien de significatif pour se dire, je vois un diamant, donc j'envisage un retournement. Donc on doit absolument attendre la cassure. Et comment est-ce que l'on calcule l'objectif graphique une fois qu'on a eu la cassure? Ben, tout simplement, on reporte la largeur, l'amplitude du diamant à la sortie et il s'avère que le DAX est venu exactement retaper, rechercher ce niveau-là. Effectivement, dans un environnement où mon convergence est vert, où le nuage est vert, la probabilité, c'est plutôt que ça break vers le haut. Bon. J'efface tous les traits et on va revenir à ça. Donc, objectif haussier atteint, objectif, oui Georges, j'avais compris. Objectif haussier atteint et derrière, ok aussi, c'est clair, ok, super. Objectif haussier atteint et derrière, nouvelle configuration chartiste de retournement ce coup-ci, mais ce coup-ci de retournement, et elle s'appelle un V-top. Comme ça, V-top. Donc là, on a cette configuration, celui-là, je le garde, et on doit considérer que ce V-top, cette configuration de retournement en forme de V-top sur le sommet, de V renversé, si vous préférez, pourrait marquer effectivement un point haut de moyen terme. Bon. Voilà pour les éléments baissiers. On va maintenant se pencher sur les éléments plutôt haussiers. Et là, on va voir un certain nombre de choses. Ok, si je l'efface, ça ne marchera pas. Ok, voilà. Donc, la première chose qu'on remarque, c'est que j'avais ici une résistance qui a eu une inversion de polarité très claire. Inversion de polarité, tout le monde connaît, c'est lorsqu'une résistance devient support. Donc, on avait une zone de résistance, on a le break, support, 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 cinquième fois support, et là, 31 mai, on casse en séance, et le lendemain, on redémarre haussier avec une ombre basse sur le chandelier japonais. Autrement dit, on est venu à ce niveau-là chercher de la puissance en attirant les vendeurs. Donc là, vous avez obligatoirement des vendeurs qui sont venus, qui ont vendu et qui depuis courent après la hausse qui est en train de s'installer. Bon. Donc ça, c'est plutôt pour les éléments haussiers. Donc là, le V-top, c'est un élément baissier. Ce que je vous indique là, c'est plutôt un élément haussier et mon tout bloque sous cette zone-là. Autrement dit, je vais à nouveau effacer tous mes gris-gris. Voilà, merci.
Et pour le moment, on bloque sous les 16 110, 16 115. Et donc, on a un range étroit à court terme. Là, on est à nuit jour, hein, donc à court terme, ça signifie depuis 2 semaines, on bataille dans un range relativement étroit après avoir fait une sortie haussière qui a tapé son objectif et après avoir tenté d'attaquer une vague de baisse miroir de celle que nous avions eue précédemment, mais pour le moment, les vendeurs se sont fait piéger. Donc, très clairement, actuellement, totalement neutre, les éléments haussiers sont équilibrés, sont balancés par des éléments baissiers. Et essayer de deviner, d'anticiper si l'on va recasser les 16 115, si on va aller retaper les 16 300 et quelques, ou si, comme normalement, ça devrait plutôt être ce sens, on va venir rechercher le bas et accélérer. Pour le moment, ça ne sert à rien d'essayer de deviner. Et surtout, dans ces phases de marché calmes, latérales, j'entends des choses qui sont très agaçantes. Si jamais vous entendez et si jamais vous ressentez l'ennui, l'agacement parce que vous trouvez que les marchés ne bougent pas suffisamment, je vais essayer de mettre les formes en vous disant ce que je pense. Là aussi, le problème ne vient pas du marché, le problème vient de vous. Car à chaque situation que le marché nous propose, on doit avoir des stratégies qui correspondent et qui nous permettent de gagner en bourse, ou si ça nous va pas, de ne rien faire. Mais les notions d'ennui, d'agacement ou de je ne sais quoi encore ne sont pas des notions acceptables lorsqu'on est trader ou lorsqu'on est un investisseur. Ce ne sont pas des notions que l'on peut accepter. Bon, il faut faire un constat simple. Le marché est vraiment balancé, équilibré entre deux forces très claires, acheteuses, vendeuses, qui tour à tour ont montré les crocs. Voilà. Et pour le moment, il y a un équilibre total entre deux zones que je vous mets à l'écran, donc les 16 110 et les 15 720. Et tant qu'on est dans cette zone-là, salut Bruno, aucun souci. Un plaisir de voir que tu peux nous rejoindre. Tant qu'on est dans ces deux zones, dans cette zone-là, entre un support et une résistance, aucun problème. On est en trading range et on doit travailler en trading range. Est-ce que c'est le type de marché qui peut vous agacer ou ça va? Parce que vraiment, j'entends qu'ils me disent on s'ennuie sur les marchés en ce moment. Moi, en ce moment, je ne m'ennuie pas. Si vous appliquez, si vous êtes des traders, que vous appliquez les plans qu'on peut faire le matin, notamment à la matinale avec WHS, franchement, on ne s'ennuie pas. On gagne et on gagne plutôt beaucoup. Est-ce que vous comprenez là aussi ce que je raconte ou pas? S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, surtout, n'hésitez pas. A priori, premier qui parle, c'est clair. François, excellent. Tout à fait, pour l'instant, nickel. Ok, Marc, merci, super. Ok, c'est bon, je pense. Bon, voilà. Donc, le DAX, je suis neutre. Petit biais baissier, mais attention à mode prudence maximale. On l'a vu ce matin. Si jamais on devait casser, clôturer au-delà des 16 110, ça pourrait relancer la machine de 4 à 500 points à la hausse, donc en direction des 16 600 points. Donc, ne pas se dire le marché doit obligatoirement casser
les 15 720. Normalement, il devrait le faire, mais on doit avancer pas à pas, encore une fois, comme on le fait tous les matins. Pas de souci, Dominique, un plaisir de te voir là aussi. Allez, allons voir le CAC et on va se mettre là aussi à muter jour, je pense. Ça sera le plus utile là. On va faire un peu le ménage dans mes graphiques. Alors, le CAC a une particularité par rapport au DAX déjà, c'est que cela, je l'aime pas. C'est que le CAC distribue les dividendes et il distribue les dividendes notamment surtout à compter surtout sur le mois de mai et de juin. Donc lui perd des points mécaniquement. Sur avril, c'était 70 points. Sur le mois, enfin, sur le contrat mai pour les futurs, c'est comme ça que l'on raisonne quand on travaille sur les contrats futurs. On était à 72 points. Sur le contrat juin en cours, on est à une cinquantaine de points. Donc, il a perdu mécaniquement 120%, 120 points, pardon, donc autour de 1,8%. Attends, j'ai une question. En observant cette courbe DAX, on peut déduire que l'on peut initier une position et la laisser rouler pendant plusieurs mois, aller à la plage et consulter plus tard. Alors ça, c'est intéressant après coup. Ça, c'est ce que font croire les analystes et non pas les traders ou les investisseurs. Moi, je suis trader, donc je vis de mes gains et donc le passé ne m'intéresse pas. Moi, j'étais acheteur en septembre avec mes abonnés, effectivement. Je suis sorti il y a déjà maintenant plusieurs semaines largement. C'est trop facile de savoir après coup ce qu'il fallait faire. En septembre, lorsque je passais à l'achat, parce qu'on avait beaucoup de signaux pour être à l'achat en septembre, j'ai pas un seul de mes abonnés qui m'a suivi. Alors que pourtant, ils connaissent mon track record, ils voient toutes les positions que je prends. Être à l'achat en septembre était a priori très compliqué. Parce qu'on était en septembre dans une ambiance où personne ne voulait acheter. Donc attention, ne pas croire qu'on regarde une courbe et que les choses sont simples. Après coup, tout est facile. En temps réel, des fois, c'est plus compliqué, bien évidemment. Allez, le CAC, on va retrouver le même type de vague, bien évidemment, le point bas le 29 septembre. Depuis, on a eu 2 vagues de baisse sérieuses. Et là, on a eu la 3e vague de baisse sérieuse qui fait quand même plus de 500 points, hein, dont 120 points de dividendes distribués. On est bien d'accord, mais quand même, ça fait près de 400 points nets, je dirais, de repli sur le CAC, donc c'est quand même significatif, ça fait plus de 5% net, on est quand même dans des chiffres sérieux. Bon. Et là, sur le CAC, ben, il y a un niveau extrêmement clair, qui est ce niveau-là. Voilà. Qui est 7315 et que j'ai placé depuis. Donc on était jeudi dernier, c'était là, c'était là. C'était bien avant que l'on vienne retaper les 7355. J'avais donné les 7355 pile poil. C'est ce qui a été fait lundi matin à l'ouverture. Ce niveau pour moi était extrêmement fort en résistance. Niveau très travaillé qui correspondait aussi au sein
du nuage BSI jour. Bon, c'est un niveau très important, il a fait son œuvre. Donc là, il faut considérer sur le CAC que tant qu'on va rester sous ce niveau, tant qu'on va rester sous les 7355, biais plutôt baissier. Un biais plutôt baissier ne veut pas dire qu'on se met à vendre lourdement, que l'on part effectivement à la plage. Il s'agit de surveiller ce qui se passe. Si jamais les 7355 venaient à être revus, ça voudrait dire peut-être que la vague de baisse que l'on a entamée fin avril est peut-être finie. Voilà. Donc c'est vraiment un niveau clé que l'on doit surveiller dans les prochaines journées. La probabilité que ça casse est plus faible que sur le DAX, ne serait-ce que par le fait que le CAC est plus faible que le DAX, d'une part pour la distribution de dividendes, mais aussi parce que, par sa nature même, par sa composition, il est plus faible que le DAX actuellement, puisque les investisseurs recherchent en ce moment beaucoup plus les valeurs de croissance. Allez, on va aller voir le Nasdaq, qui là est l'indice qu'il fallait surtout travailler. Donc là, sur le Nasdaq, ben, je suis haussier depuis le... On va aussi supprimer tout, là, ça sera plus... Je suis haussier sur le Nasdaq depuis le 3 avril que je fais les matinales. À l'époque, il était plutôt baissier, il était plutôt à la traîne. Là aussi, il y avait peu de gens qui croyaient que le Nasdaq était à la hausse. Et pourtant, j'indiquais le niveau, je veux pas ça. J'indiquais le niveau des 13 600 points, ce qui aujourd'hui semble un niveau facile, puisqu'il a été fait, il a été explosé. Mais lorsqu'on était en avril, c'était pas du tout évident qu'on le fasse. Très clairement, par contre, le Nasdaq s'est emballé. Ensuite, on a eu un objectif suivant sur les 14 400, 450. Et là, on est en train de démonter, d'exploser tous les objectifs. Donc, la question qu'on se pose sur le Nasdaq et qu'on doit se poser, c'est pourquoi, que se passe-t-il? Et tout ça se résume à deux lettres, AI pour intelligence artificielle. Et j'étais interviewé à la télé ce lundi. Je faisais la remarque avec Capgemini où je disais qu'il y a plus de 20 ans, à l'époque des dot-com, si certains ont connu ça, je ne sais pas ici, vous pouvez me dire, il fallait surtout que tous les PDG, tous les managements qui parlaient à la télé ou qui étaient interviewés, bref, qui communiquaient avec les médias, avec les analystes, se sentaient obligés de dire que, OK, ils avaient des boutiques, mais n'oubliez pas qu'ils avaient aussi un site internet en .com ou en .fr. Alors évidemment que 23 ans plus tard, cette anecdote peut vous sembler ridicule, mais il suffisait que les gars disent ça pour que leur cours de bourse prenne 10%, 15%, et que soudain, on réalise qu'ils étaient qu'ils étaient très tech. Voilà. Et que se passe-t-il en ce moment avec le Nasdaq? Exactement la même chose. Dès qu'on découvre une entreprise très impliquée dans l'intelligence artificielle, son cours de bourse explose littéralement. On a vu ça avec Nvidia. Moi, j'avais fait, là aussi, c'était en janvier, je pense, je l'avais fait à la télé aussi, je pense, Nvidia. À l'époque, ils étaient à 160 et quelques. J'avais annoncé un cours à 320 en disant je n'y crois pas parce que ça me semble absolument fou. Vous voyez, donc, et pourtant, tout était là dès le mois de janvier. Donc, voilà. Donc ça aussi, c'est enregistré, donc vous pouvez le retrouver. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dès janvier, il y avait tous les prémices de ce que nous avons là.
mais très clairement, on est dans un phénomène qui ressemble très fortement à ce que j'ai connu en 2000. Donc, la question suivante, c'est est-ce qu'il n'y a pas un petit emballement ou, pour aller plus loin, un très gros emballement sur ce sujet? Alors, très clairement, c'est un game changer. Très clairement, ça va donner des gains de productivité qui peuvent être assez colossaux, mais ça va aussi probablement détruire pas mal de boîtes. Donc, s'emballer, il va falloir trier fortement. Et comme à chaque, je dirais, révolution industrielle ou comme à chaque innovation majeure, le marché tape à peu près sur tout et à la fin, il se rend compte qu'il a tapé trop cher, trop fort sur les bonnes et donc un jour ou l'autre, ça va se replier fortement. Et après, il a cru que certaines boîtes faisaient ça alors que ce n'était absolument pas le cas. Donc là, on est en train de courir le risque de rentrer dans un phénomène de bulle, d'exagération très forte. Est-ce que pour autant on peut ou l'on doit parier sur le dégonflement de cette bulle? Depuis que je suis sur les marchés, tous ceux qui ont essayé de se mettre en face des bulles ont sauté, ne sont plus sur les marchés. Et hormis deux, trois films qui font les délices de Hollywood, qui vous expliquent que certains ont fait fortune en se mettant contre les marchés, par exemple en 2008, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais ou à certaines, mais la réalité, c'est que lorsqu'on se met en face d'une bulle, il faut avoir les reins très larges. Et notamment, je passe un film en particulier où les gars sont devenus célèbres, immensément riches, sauf qu'ils ont risqué 3 fois la faillite et la liquidation, et que c'est un miracle, The Big Short, effectivement, Edmond, et que c'est un miracle qu'il n'ait pas sauté. D'ailleurs, les mêmes, depuis 3 mois, étaient short sur le Nasdaq, ils ont abandonné il y a 2 ou 3 semaines. Ils se sont fait rincer, nettoyer, exploser. Donc, et c'était il y a 2 ou 3 semaines, hein, déjà, bon. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'on est sur un point haut, peut-être que c'est exagéré, mais comme je le dis tous les matins, notamment sur cette UT-là, et lorsqu'on est sur cette UT-là, on ne se met pas en face de ce mouvement. Même en ayant les poches très larges, le risque est immense. Et le risque là, dans un monde où effectivement ben, on vit via les réseaux sociaux, via la communication, via ceux qui montrent leurs gros muscles, gros bras et leurs gains, le risque, c'est quoi? Ben, le risque, c'est qu'effectivement, sur 3000 qui vont se mettre short Nasdaq, vous en aurez bien un qui, dans 3 semaines ou dans 3 ans, aura eu raison, qui aura eu raison, et qui ira pérorer, qui va devenir une star, et on fera un film sur lui. Et donc, on fera croire que c'est ce qu'il faut faire. La réalité, c'est qu'il y en a un qui s'est enrichi avec un risque immense et qui a frôlé 3 fois l'infarct et qui n'a pas sauté, voilà, parce que pour un concours pour de multiples concours de circonstances, mais vous en avez 2999 qui, eux, ont sauté. Voilà. Donc, moi, je vous conseille plutôt de faire partie, non pas des 1 qui gagnent, ni des 2999 qui ont sauté, qui se sont mis en face, mais de faire partie de ceux qui gagnent régulièrement en bourse et qui ne jouent pas exactement, c'est la roulette russe, voilà exactement ça. Donc, moi, je suis tout à fait opposé. Alors, attention, en tant que trader,
j'adore plus que tout les bulles. En tant que trader, j'adore plus que tout sauter dans une bulle qui se dégonfle. Parce que lorsque tu sais le faire, lorsque tu as du métier, lorsque tu as des moyens, que tu gères ton risque, et il ne s'agit pas de jouer, lorsque tu gères ton risque, effectivement, ça peut rapporter énormément de fric. On est bien d'accord. Mais il faut savoir le faire. C'est un métier, c'est une activité. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Très rentable, mais de plus difficile. Donc, il ne faut pas rêver. Je vous dis, ce que l'on met en avant pour avoir réussi, c'est souvent le hasard. On oublie tous ceux qui ont sauté. Est-ce qu'on verra l'arrivée du sommet sur les volumes du futur, me dit Dominique. Alors, ça devient de plus en plus compliqué de voir. Donc, je vois ce que tu veux dire. Tu me parles d'un climax. Hein. Ce que j'appelle climax, c'est effectivement un excès d'optimisme. Tout le monde se précipite. Le climax est un des moyens de repérer les retournements de marché. Un des moyens. Ce n'est pas le seul. Le volume qui accompagne le climax, donc l'euphorie ou la capitulation, si c'est vers le bas, le crack, si vous préférez, euh, est intéressant. Mais honnêtement, là aussi, exercice très compliqué. Très, très compliqué. Voilà. Donc, moi, je conseille vraiment, n'essayez pas, suivez le mouvement. Dans 90% des cas, vous serez récompensé. Pour ceux qui m'écoutent sur le Nasdaq, depuis le 3 avril, je suis long only, buy only, long only, buy only. Jamais. Et lorsque je doutais, on ne touche pas, mais à aucun moment je me suis mis short en face de la configuration que nous avons sous les yeux. Et pourquoi aussi? Parce que lorsque je suis en UTD, donc en jour, je suis dans le nuage ou au-dessus du nuage, mon convergence est vert, tout est vert, donc il n'y a aucune raison, aucune possibilité pour se mettre short. C'est idiot, les probas sont contre moi. Est-ce que en tant que trader, je dois trader les probas ou je dois essayer de jouer à être plus intelligent que le marché? Je m'en cogne, je veux gagner. Mon ego n'a rien à voir là-dedans. Voilà. Et là maintenant, où l'on voit qu'il y a un petit excès, ou qu'il y a un excès, c'est qu'on voit bien qu'il y a un écart qui s'agrandit avec le nuage. On a à la fois le nuage qui s'agrandit et l'écart avec le nuage qui s'agrandit. Ça, c'est un signal de bulle, c'est un signal d'excès. Voilà. François, on est à 13% du plus haut de l'an dernier, on n'est pas dans le phénomène 1999-2001 encore. Alors, à aucun moment, soyons clairs, à aucun moment, je fais le parallèle pour le moment avec 2000-2001 sur le plan graphique, loin de là, loin de là. Je fais le parallèle uniquement sur la thématique. La thématique en 2000, en 99-2000 plutôt, hein, le Nasdaq fait son point haut, si je ne m'abuse, au mois de mars. Le CAC le fait en septembre, 6 mois plus tard. Et la grosse bulle, la vraie bulle, c'est entre décembre 99 et mars 2000. Hein, voilà. La vraie bulle, l'explosion, c'est là. Bon. Et avant, puisque j'étais là, on a vu la crise en 97 asiatique et en 98 russe. Je veux dire, donc ne regardez pas du tout les parallèles. Je veux dire, mais on pourrait n'être qu'au début de ce phénomène-là. Mais sur le plan technique, pour le moment, rien à voir. Sur le plan thématique, très à voir. Maintenant, on est quand même sur un Nasdaq qui gagne près de 30% depuis le 1er janvier. D'accord? OK. Alors, après, on peut ressortir qu'on est plus bas que les hauts réalisés. Et alors, ça veut dire quoi?
faut-il petite question, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est normal? J'aimerais que tout le monde me réponde. Si vous ne comprenez pas, vous dites je ne comprends pas. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est normal que des valeurs de croissance soient moins valorisées relativement, alors que l'an dernier, sur les sommets, enfin, le sommet se fait en novembre 2021 hein, sur le Nasdaq, alors que l'an dernier, il y a 18 mois sur le Nasdaq, on était à des taux zéro ou presque, et qu'aujourd'hui, on est des taux, les taux sont à 5% ou proches aux États-Unis. Donc, ne trouveriez-vous pas normal que les PER soient moins valorisés, que les entreprises soient moins bien valorisées, puisque les taux sont à 5 alors que les taux étaient à 0. Donc, essayer de prendre le repère des sommets précédents, non. Lorsque les taux étaient à 0, on valorise une entreprise via ses cash flow, via sa génération de cash flow futur, en mettant au dénominateur, le taux sans risque. Si vous mettez 0 en dénominateur, la valorisation tend vers l'infini. Il n'y a aucune limite. Si vous mettez 5, la valorisation change beaucoup. Et en plus, si vous mettez 5, ça veut dire que vous avez en face des actifs normalement sans risque, les obligations, qui, elles, vous rapportent du 5% sur du long terme sans aucun risque. Donc, il y a en plus le fameux effet TINA, there is no alternative, qui n'existe plus. Donc, tout ça fait beaucoup de phénomènes justifiant le fait que revenir sur les hauts, ce n'est pas du tout gagné. On ajoutera le dernier point, on ajoutera que avant cette baisse, on montait sur un nombre réduit de valeurs. Ce nombre s'est encore plus réduit. C'est-à-dire que le Nasdaq, vous avez des grosses valeurs, Apple, Microsoft, etc., qui soit sont revenus sur leur sommet, soit en sont proches. Vous avez des Nvidia qui ont fait des plus hauts, d'accord, mais vous en avez énormément, et plus de 60% qui sont toujours très très basses. Très très basses, ça veut dire pour certaines encore des moins 70%. Donc il y a un écart de rendement entre les grosses valeurs, les big caps et les autres qui est phénoménal. Ce phénomène existait déjà précédemment, mais ça s'est creusé. Donc, est-ce que c'est tenable de voir encore ce phénomène-là? Il faut aussi se poser la question. Voilà. Donc, le Nasdaq bulle, ça monte. Beaucoup de problématiques sur lesquelles on peut réfléchir, toutes les problématiques macro et toutes les problématiques autour de taux dont je viens vous parler. On a aussi des problématiques qui vont se poser cet été, très clairement. Le fameux soulagement de la dette suite à l'accord sur la dette américaine, sur le plafond de la dette américaine, si vous avez suivi le feuilleton depuis plusieurs semaines, pour moi, c'est un faux soulagement. Parce que dans les prochaines semaines, le Trésor américain va émettre des centaines de milliards de dettes. Autrement dit, il va venir retirer de la liquidité sur le marché au moment où la Réserve fédérale fait la même chose, au moment où la Fed n'achète plus. Donc là, il y a un risque très clair de liquidité. Je ne suis pas en train de vous prédire une catastrophe. Je suis en train de vous dire, tant que ça monte, ça monte. Mais en tant que trader et en tant qu'investisseur, on doit toujours avoir un coup d'avance très clair
de surveiller. Et là, pour moi, le phénomène crucial, fondamental, c'est celui-là. Celui-là. Le soulagement, il est tout sauf un soulagement. Donc, on va voir au fur et à mesure des semaines si vraiment l'État fédéral fait ce qu'il doit faire, l'argent va aller vers les obligations. Lorsque vous avez le choix entre acheter des entreprises qui viennent de faire 100% ou acheter des obligations à 5% sécures pour les 10 prochaines années, je peux vous assurer que beaucoup de fonds, notamment les fonds de retraite, choisissent les obligations, donc ne vont plus sur les actions. Ça, c'est clairement le risque principal. Après, si vraiment le phénomène s'emballe, là, on accélère. Des questions sur ce sujet ou pas? Est-ce que le système peut s'adapter au day trading? Georges, j'imagine que tu me parles de GTAS, c'est ça? Alors, je t'invite à venir tous les matins. Je fais la matinale des traders sur WHS, uniquement mode day trading. Là, je suis en mode investisseur et vision macro, technique, etc. C'est vraiment pour avoir une vision tout à fait complémentaire de ce que je fais le matin. Tu as l'inscription soit sur mon site, soit sur les vidéos de WHS, la matinale des traders, tous les matins, 8h, 9h moins le quart à peu près, 9h, voilà. Oui, moi je suis plutôt des traders, voilà. Après, je fais de tout. Allez, on finira parce qu'il y a un autre webinaire sur Verreur à 7h, donc il ne faut pas que je dépasse. Donc, il me reste 3 minutes max. Donc, si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Alors, le Dow Jones. Est en train d'essayer de sortir d'une configuration d'attente. Je ne vais pas le choper à lui. Voilà. Est en train d'essayer de sortir d'une configuration d'attente, mais pour le moment, il reste bloqué dedans. Il est sorti d'un petit biseau descendant. C'est pour ça que justement, le matin, je suis passé haussier sur le Dow Jones alors qu'on était baissier depuis plusieurs semaines. Ah bon? Ok, Bruno. Décidément, c'est vrai que tu sais tout, hein. Ok, ça marche. Ça marche, voilà. Non, mais j'ai fini quand même et je ne veux pas non plus dépasser. On essaye que ça tienne 60 minutes. Des oui. Voilà. Donc, le Dow Jones, très beau signal en sortie de biseau. L'écran large, pour le moment, on reste dans ce range. Mais tant que les 33 000 sur cette unité-là restent support, effectivement, il faudra regarder vers le haut. Invalidation, clôture au jour sous les 33 000. Voilà. Tes questions sur ce qu'on a vu? Les analyses larges, techniques et aussi fondamentales, macro. A priori, c'est bon. Ok, ça marche. Très clair. Ok, ça marche. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas inscrit au matinal, mais a priori, j'en vois quand même beaucoup qui viennent au matinal déjà. Demain matin, 8h pour la matinale. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à demain matin. Ok, ça marche. Super, comme d'hab. Merci, merci. Les titres de vos livres, je te les mets là. Tac. Voilà. Attends, il faut que je clique plus vite. Tac. Voilà. Trading et contrats futurs et stratégie de marché.
Salut à tous, très bonne soirée. Ciao, ciao. Bye.